Hello les amis, aujourd'hui je vous emmène sur une ferme Biolais. Alors Biolais, si vous ne connaissez pas, c'est le premier groupement de collecte de lait de vache bio partout en France, géré depuis sa création par des éleveurs et des éleveuses. Et aujourd'hui je me trouve avec deux de ses membres, Guillaume et Julie, comment ça va? Super bien, merci. Bienvenue à la tri. Eh ben merci, ça fait plaisir d'être là. Donc vous allez nous faire visiter votre ferme, on va aller aussi chercher les vaches pour les emmener à la traite du soir. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter votre ferme? Il y a combien d'hectares, combien de vaches, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est sur la commune de Mazamet dans le Tarn. On a une cinquantaine d'hectares, 37 vaches laitières et la suite avec les génisses. On élève aussi quelques poulets et pintades fermières qu'on vend en direct. Et voilà, majorité de prairies dans notre assolement, quelques hectares de maïs. On est quasiment autonome sur tout. Et on commercialise notre lait par Biolais et le camion qui passe tous les 3 jours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'élevage laitier? C'était une vocation depuis le début ou ça s'est construit avec le temps ce projet? Julie était sur le lait parce que c'était la partie fromagerie. Oui, c'est ça. Moi, c'était sur le lait parce que j'ai toujours passé mes étés en vacances dans des fermes familiales, plutôt en Bretagne et en Normandie. Là, on était déjà dans le para-agricole, on va dire, quoi. Mais on savait qu'on voulait remettre du concret dans tout ça et puis un jour y aller, quoi, tous les deux. S'installer, c'était sûr, et on savait que ce serait sur du lait. Après on ne hésitait, savait pas. ouais. C'était vache, chèvre, brebis. Alors le chèvre, on a dit non. Moi, j'aime pas le fromage de chèvre. Et je me vois pas fabriquer un truc que je peux pas goûter. On avait une affinité par rapport aux vaches quand même, enfin moi en tout cas. Surtout lui. Moi, j'avais peur des vaches, Et personnellement. ce qui est bien, c'est qu'en vache, on a un petit troupeau. Là, on a 37 vaches, on les connaît toutes. C'est pas tout à fait le cas sur un troupeau de brebis où tout de suite on est sur un effectif plus important. Donc Avec ça, 200, 300 voilà, brebis. ça nous intéressait d'avoir ce contact à l'individu, quoi, à l'animal, quoi. À la base, vous êtes ni l'un ni l'autre, Oui, oui. issus du monde agricole. Ouais. Quand vous étiez petit, est-ce que vous vouliez déjà être éleveur-éleveuse de vaches ou pas du tout? Non, pas directement, je pense, parce qu'on n'avait pas de ferme en direct. Et donc on n'était pas né dans un élevage et avec une espèce de vocation à reprendre une ferme. Les temps que j'ai pu passer l'été à travailler chez un cousin, à faire du lait, moi je sentais que c'était là où j'étais bien. Enfin, voilà. Donc après j'ai pris le temps de faire les études, j'ai pris le temps de travailler à l'extérieur, mais il y avait un truc un peu clair, mais qui s'est, je sais pas, clarifié peut-être petit à petit dans ma tête, de se dire à un moment donné, il faudra y aller. Enfin, il faudra que ce soit un jour mes vaches ou nos vaches, quoi, pour dire voilà, c'est. Et donc ça se fait petit à petit. C'était pas un coup de tête, quoi. C'était les études agricoles, travailler dans le conseil d'abord auprès d'autres éleveurs où j'ai appris plein de choses. Et après, finalement, à force de conseiller ou apprendre plein de choses, on a envie d'essayer nous-mêmes. Oui, parce que tu étais conseiller en chambre d'agriculture. Ouais, sur tout ce qui était prairies, fourrage, le pâturage des vaches laitières. Enfin, j'étais déjà là-dedans pendant plus de 10 ans, quoi. À force, je commençais vraiment à avoir envie que ce soit mes vaches qui pâturent, quoi. Bah ouais. et avec Julie, quand on s'est rencontrés, on a trouvé cette fibre commune, quoi. Et donc après, et on l'a travaillé petit à petit à se dire, un de ces quatre, on trouvera un coin de terre où on fera notre truc. C'était ma nounou, en fait, qui était fromagère. Elle m'emmenait souvent à la laiterie, là où elle fabriquait. Et je me souviens, mon souvenir préféré, c'est vraiment, ça sentait la vanille dans sa voiture. Et elle fabriquait des yaourts, en fait. Donc il y avait ce côté yaourt. Et je lui aurais dit un jour, je suis certaine que, ok, il y a eu mes études, il y a eu toute l'expérience, mais ça m'a marqué. Mais il y a une beauté dans cette matière. Enfin, le lait, je trouve, il y a un truc, il y a une noblesse, je trouve, dans le lait. Il y a un truc qui est différent des autres productions agricoles, je trouve. Il y a quelque chose de particulier quand on a vraiment des animaux qui transforment l'eau et l'herbe en lait, quoi, qui est une matière qui est hyper intéressante au niveau nutritionnel, enfin, qu'on recherche, qui est vraiment quelque chose qui est top, quoi. Donc il y a cette beauté de réussir à transformer un peu des trucs autour de nous, quoi, des ressources là qu'on soupçonne pas, et avec les vaches, on arrive à en faire un super truc, quoi. Donc, c'est vrai que Même ça, du rumex dont on veut pas, elle arrive à en faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, Biolais dans tout ça, c'est quoi l'histoire? Comment vous les avez rencontrés? Comment ça se fait que vous êtes rentrés dans ce groupement? Nous, on a toujours voulu être en bio. Voilà. Ici, nous, on a repris une ferme qui était en conventionnel. Et donc, nous, notre volonté première, c'était une ferme en bio. On voulait de l'agriculture biologique, on voulait pas de produits, on voulait pas d'engrais, on voulait pas tout ça. On voulait que ça soit naturel, quoi, sain. On voulait pas se poser de questions sur ce qu'on faisait, quoi. C'est une valeur, c'est une conviction, hein, Et vraiment. donc nous, l'idée, quand on est arrivé là, qu'on a discuté avec les cédants, c'était de dire la ferme, elle passera en bio. Enfin, voilà, c'était une condition. Et eux, ça leur a pas posé de souci. Ils l'auraient peut-être pas fait eux, mais n'empêche que voilà, ils étaient pour avec nous. On a discuté et ça s'est bien passé, quoi. Et après, le collecteur qui venait ici, pour le coup, dans les conditions où on était, voulait pas qu'on soit en bio. Voilà. Ah Donc, ouais. Et donc nous, il a fallu qu'on cherche, comme on voulait pas enlever cette condition de notre installation. Ouais. On a ouvert un peu les discussions avec d'autres collecteurs possibles. Et finalement, le seul collecteur qui acceptait de venir nous chercher jusqu'ici en bio, c'était Biolais. Et aujourd'hui, cette ferme-là, elle est en bio et elle est en lait.
parce qu'il y a Biolay, quoi. Elle n'existerait pas sinon en bio. Ah ouais. Voilà, Mais sinon, ça, c'est une force de Biolay quand même, c'est qu'ils font vraiment cette promesse d'aller collecter le lait partout en voilà, France. c'est du lait bio pour partout et pour tous, quoi. C'est vraiment le slogan de ouais. Biolay et qui est appliqué ici parce qu'on est tout au sud de l'Occitanie. On a des éleveurs adhérents donc de Biolay, des éleveurs référents qui sont venus nous voir. Donc ce sont 2 éleveurs du département. Et ils sont venus nous voir, ils sont venus voir la ferme, ils sont venus voir comment on comptait produire, est-ce qu'on avait le pâturage, est-ce qu'on avait les surfaces accessibles. Ils voulaient voir comment on allait faire, quoi. Et ils étaient intéressés pour discuter avec nous de l'autonomie, est-ce qu'il y allait avoir vraiment beaucoup de pâturage dans la ration des vaches. Enfin, ils étaient intéressés par ce côté technique, quoi. Et pas par la production qu'on allait faire, ni par le volume qu'on allait faire ou quand. Enfin voilà, ils voulaient vraiment voir dans quelles conditions on allait produire ce lait, quoi. Et surtout, notre étable, qui est une étable à la tâche, qu'on dit entravée, c'était pas du tout un frein pour eux, quoi. C'est pas ça qu'ils voyaient, eux. Ce qu'ils voulaient, c'est que les vaches, elles sortent, qu'elles mangent de l'herbe et qu'elles soient un maximum dehors, en fait. Et ben justement, ces vaches à l'herbe, on va aller les voir. On va aller On voir. va aller les chercher parce que pour Allons-y. faire du lait, s'il n'y a pas de traite, il n'y a pas de lait. C'est ça. Exactement. Et du coup, ça ressemble à quoi une journée de type à votre ferme du lever jusqu'au soir? Réveil vers 5h30, on lance la traite vers 6h, le temps de rentrer les vaches. Et Donc de là, leur- tu n'as même pas le temps de prendre ton petit déjeuner, de prendre ta douche. Non, tu vas je direct, prends hein. un petit biscuit, enfin voilà, je m'habille, un petit gâteau histoire d'avoir un petit peu quelque chose dans le ventre, quoi. La traite, les soins au veau, la clôture pour ressortir les vaches. Et après, ça dépend des matins en fonction de ce qu'il peut y avoir à faire, mais l'idée, ça serait de réussir à remettre les vaches dehors. En gros, elles rentrent pour la traite, on les ressort tout de suite à la pâture. Et moi, c'est le moment où je descends déjeuner pour voir les petits. Avant de partir à Et l'école. après, à 9h, quand ils partent à l'école, Julie les emmène, moi je remonte. Et puis après, Julie, elle me rejoint. Et puis après, c'est la journée qui s'articule entre la ferme, la maison, Il y a tout ce qu'il y a à faire, quoi. Il y a les activités de base, quoi, que tout le monde ait à manger, à boire, soit propre. Bien sûr. Et après, on fait tout ce qu'on peut à côté, on va dire. On qu'il y a prépare après, pour quoi. le soir, rentrer les vaches, qu'elles aient aussi à manger, tout ça. Et puis, oui, non, après, si on veut partir sur les travaux des champs, si on a un petit peu de réno sur la maison, etc. Et bien après, on retrait. Parce que oui, il y a la deuxième traite, quand même. L'idée, c'est de rentrer les vaches vers 4h30, 5h pour pouvoir être à la maison entre 7h et 7h30, quoi. Ça, c'est l'idéal qui arrive rarement. Mais voilà, après, il y a le papier et après, il y a la vraie vie où le vélage, voilà. Enfin, tout ce qui arrive à un éleveur dans sa journée quand on gère des animaux, quoi. Enfin, Ouais, bien Il y a sûr. quelques imprévus, dirons-nous. Toujours, toujours. Sinon, ce serait pas drôle. Mais non. Exactement. Et question importante quand même, est-ce que vous arrivez à prendre des vacances, des week-ends ou... Non, ça a toujours été notre objectif, en fait. Depuis le début, dès le montage du projet, on s'est toujours dit qu'on voulait une vie à peu près normale. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais on arrive à prendre quelques week-ends, quelques vacances grâce justement à Didier, Gisèle, les cédants qui nous ont tuilés pour pouvoir reprendre cette ferme. Eux, ça a toujours été un objectif pour eux déjà, de prendre 15 jours de vacances. Ils l'ont toujours fait. Et ils passaient par le service de remplacement. Ouais. Et nous, ce qui est vraiment grand luxe, c'est qu'en fait, on passe par eux, quoi. C'est-à-dire que on passe par le service de remplacement aussi, mais c'est eux qui viennent nous remplacer. Et donc c'est vrai que c'est hyper appréciable parce qu'ils connaissent parfaitement la ferme, Bah oui. parce que c'est la leur, quoi. Enfin, voilà. Et donc ils connaissent toutes les vaches, ils connaissent les tracteurs. S'il y a une panne, personne ne nous appelle pour dire il y a une panne. Enfin, en fait, ils sont hyper autonomes, quoi. Puis Et donc on part, on l'esprit- part très serein. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment du luxe, c'est de l'or et on en est bien conscient parce que laisser ces animaux, c'est pas si simple en fait. Bien sûr. C'est hyper réactif, c'est-à-dire qu'on sait que s'il y a un pet un jour, eh bien, ils peuvent nous remplacer au pied levé. Là, on en profite pour les vacances, on essaie de prendre au moins 2 semaines par an. Et après, on n'est pas sans prendre un week-end par-ci par-là. Là, la dernière fois, c'était pour l'AG de Biolay, qui était à Nantes là, le 1er avril. On est parti 3 jours. Et c'est vrai que Didi nous a remplacé les 3 jours, fait toutes les traites, tous les soins aux animaux. Enfin voilà, on revient, c'est comme si on n'était pas parti, quoi. C'est hyper appréciable et ça, dans notre début de carrière, c'est vrai que ça a permis d'avoir des moments de vraie pause et de lâcher vraiment, quoi. Oui, parce que en plus de ça, ça fait pas longtemps que vous êtes installés tous les deux. Oui, c'est ça. On s'est installé en 2023 en fait, au 1er janvier 2023. Avant, on a fait 9 mois quand même avec eux, où on était les stagiaires entre guillemets de la ferme. Donc on a pu apprendre ce qui allait pas, ce qu'il faut faire attention, ce qui marche bien, ce qui marche pas. Enfin, voilà. C'était hyper important pour nous et d'ailleurs on le recommande, le CEFI, c'est quand même quelque chose pour les jeunes hyper intéressant. Bien sûr. Mais du coup, c'est génial, c'est-à-dire qu'au bout de seulement quelques années d'installation, grâce aux anciens propriétaires, pas que, hein, mais vous arrivez quand même à vous prendre déjà des vacances. C'est Ouais, cool. ouais. Dès la première année. Ah ouais dès la première année, oui. On a pris 15 jours de vacances la première année. Moi, je me suis même fait opérer dès la première année Oui, 2 canal ans carpien. d'affilée. Donc j'ai fait 1 mois d'arrêt 2 fois de suite. Voilà.
Et à chaque fois, remplacement comme ça, et qui était vraiment hyper appréciable. Donc là-dessus, en fait, il faut vraiment que ce soit un objectif important, de se dire il faut partir. Nous, on a 2 enfants en bas âge, on ne peut pas leur imposer de jamais partir. Alors ils viennent en vacances à la ferme, mais ça ne peut pas être que ça, quoi. Il faut aussi qu'on puisse aller à la mer, au camping, faire des trucs où on est que tous les 4 et on n'est pas à traire les vaches matin et soir, quoi. Et donc même pour nous, il faut qu'on sorte un peu, sinon c'est hyper appréciable. On aime ce qu'on fait, on est dans un super cadre. Les animaux, on est avec, c'est cool, quoi. C'est une passion, donc on n'a pas l'impression de travailler tous les jours. Mais il y a de la fatigue, il y a de la tension, il y a une dimension économique qu'il ne faut pas oublier quand même, avec un peu de pression quand même, il faut qu'on gagne notre vie aussi. Et donc ça, il y a des moments où il faut pouvoir lâcher et être que en vacances et que tous les 4 et que avec les enfants et pouvoir faire autre chose que juste la ferme, quoi. Après, c'est notre objectif à nous, hein. Tout le monde n'a peut-être pas envie de partir. On en a eu entendu des agriculteurs qui nous disaient « mais nous, on n'a pas besoin de vacances ». Nous si, dès le départ. Après, on est aussi des anciens salariés, donc on a connu un rythme salarié, où on a des week-ends, on a 5 semaines de vacances par an, donc on avait peut-être cette habitude-là aussi. Les RTT. Qu'on n'a pas voulu perdre. Alors on en a beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr. Mais on est aussi beaucoup plus libre. C'est-à-dire que s'il y a une après-midi de 2h à 4h, on va aller faire autre chose, on s'organise, on part 2h, là on n'a pas besoin de se faire remplacer, quoi. On n'appelle pas le patron pour dire j'ai un rendez-vous, je vais aller me promener, on va au ciné. Donc on a cette flexibilité qui n'est pas tout à fait la même chose qu'en salarié. Et après, le dimanche soir, il faut traire. Bon voilà, ça c'est pas non plus... mais ça fait partie du truc, quoi. On n'est pas... on se sent pas du tout prisonnier de ça pour l'instant. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on est installés. On prend du plaisir à faire ça, quoi. Y a pas de... Et on prend du plaisir à partir aussi. Et on part en étant surtout très sécurisé. C'est ça qui est important, quoi. De ce que j'ai compris, toi, tu es un petit peu un expert en prairie. Vos vaches, elles sont combien de temps en pâturage à l'extérieur par an? Et comment, justement, vous gérez vos prairies? Le plus simple, c'est qu'on prenne ce qu'on a fait cette année. Donc cet hiver, il a pas mal plu. On a de la chance d'avoir des terrains qui portent ici. Donc il s'est arrêté de pleuvoir le 19 février. Le 20, les vaches, elles ont commencé à pâturer la journée. Donc elles restaient la nuit dans le bâtiment et la journée dehors à pâturer. Et on a pu tout de suite avoir une demi-ration de pâturage. L'objectif, c'est de pâturer le plus vite possible, le plus tôt possible et le plus possible. Et donc on privilégie ça. Donc on ouvre... la surface, elle est en herbe et elle est grande ouverte pour les vaches pour le pâturage. Après, on cloisonne tous les jours un petit repas et on avance comme ça petit à petit en pâturage tournant. Et donc le 20 février, elles sont sorties. Le 20 mars, elles étaient en pâturage jour et nuit et il n'y avait plus de fourrage complémentaire, donc elles n'avaient plus que de l'herbe dans la ration. Et donc c'est ça depuis le 20 mars. Et on va essayer de tenir ça le plus longtemps possible, tant qu'on a de la pluie et tant qu'il ne fait pas trop chaud, normalement jusqu'à début juillet, je pense. Et puis après, on rajoute un petit peu de fourrage complémentaire, au moins la nuit, parce que la disponibilité en herbe, elle diminue petit à petit, quoi. Et après, on fauche. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un circuit le plus grand possible au niveau du pâturage. Et à un moment donné, quand on a trop d'herbe, là, on commence à débrayer, mais on fait ça dans ce sens-là, quoi. La priorité, c'est d'abord le pâturage. On ouvre le plus grand possible. Et c'est que quand on a trop d'herbe qu'on en enlève, quoi. On ne fait pas le choix au début de réduire et de faucher quand même, quoi. On ne fauchera que les excédents d'herbe. Donc là, on a de la chance, cette nuit, il a plu. Donc ça nous sécurise pour aller débrayer un petit peu, sans doute la semaine prochaine ou la semaine suivante. S'il n'avait pas plu, on aurait tout gardé au pâturage et on aurait pâturé le plus possible, quoi. C'est ce qui est le moins cher, ce qui pour nous est le plus rentable. Plus économique. Les vaches, elles sont super bien à manger de l'herbe et en plus on essaie de bien la faire pousser et de bien l'entretenir depuis qu'on est là. Donc du pâturage et de l'autonomie fourragère et alimentaire, c'est ça les leviers qu'on a mis sur la ferme pour que ça tourne, quoi. Tu as dit que vous sortiez les vaches à partir du 20 février. Ouais. Mais jusqu'à quand, t'as pas dit? Et bien après, elles restent dehors, alors peut-être pas en pleine ration, parce qu'on sait qu'après l'été et l'automne, ça pousse un petit peu moins. Mais on va garder au moins 2/3, voire 3/4 de la ration jusqu'au mois de novembre, en ouvrant, pour le coup, en allant chercher toutes les parcelles possibles. Et l'année dernière, on a arrêté de pâturer la journée, on était le 15 décembre, quoi. Ah ouais. Donc on a vraiment eu 2 vrais mois de ration hivernale. À part ces 2 vrais mois, on a eu une demi-ration de fourrage conservé, soit en enrubanné ou en ensilage, en herbe toujours. Et après, le reste, c'est du pâturage toute l'année. Donc on avait fait, si on calcule, ça faisait quasiment 300 jours avec de l'herbe pâturée dans la ration, quoi, sur toute l'année. Du coup, pour résumer, sur l'alimentation, vous êtes autonome à quel point? Qu'est-ce que vous produisez vous-même? On produit tous nos fourrages, ou presque. Et par contre, on est autonome sur toute la partie concentrée. C'est-à-dire qu'on produit notre maïs grain et on n'achète rien d'autre à côté pour les vaches. L'année dernière, on a acheté un petit peu de luzerne déshydratée. Donc, avec Biolay, c'est un aliment bio, 100% français. Et donc, on a acheté ça pour complémenter un peu pendant la phase hivernale. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, hein, pendant 2 ou 3 mois maximum.
Le reste du temps, c'est notre foin, notre enrubanné, notre ensilage. Toujours de l'herbe, hein, on n'a pas d'autre fourrage que de l'herbe dans la ration. Et après, on a fait le choix d'avoir du maïs grain. Avec l'irrigation, en fait, on a la capacité de faire ce maïs en grain avec des rendements qui sont corrects. Et donc, on a préféré acheter un petit peu de fourrage à côté, où on a des éleveurs bio pas très loin qui, eux, font du fourrage. Et donc, c'est presque plus simple et moins cher pour nous d'acheter un camion de foin à l'extérieur, par exemple pour les génisses ou enfin voilà. Et par contre, d'avoir notre maïs et notre maïs grain et d'avoir notre ration qui est bonne pour les vaches et d'acheter un petit camion de foin à côté s'il y a besoin, quoi. Donc on est autonome à 90%, je dirais, quoi, 95%. Mais autonome sur l'alimentation complète, quoi. Ouais. On commence à les voir là-bas. Hein. Oui. Ouais, elles sont pas loin, elles sont couchées, elles ont pâturé, elles ont le ventre plein et... Elle rumine. Et donc, Biolay, c'est un groupement de producteurs et de productrices. Est-ce que ça change quelque chose pour vous par rapport à une laiterie classique, par exemple? La particularité de Biolay, c'est que c'est un groupement de producteurs géré que par des producteurs. Donc il y a un conseil d'administration. Eux aussi, ce sont que des producteurs de lait comme nous. Il y a des prises de décision qui sont faites chaque année en assemblée générale. Ça, c'est un moment vraiment hyper important de la rencontre en collectif. Et puis après, il y a 2 ou 3 autres moments clés aussi dans l'année. C'est ce qu'on appelle des rencontres d'adhérents, des rancades. Donc ça, on se retrouve par petites zones géographiques, on va dire. On a aussi des moments d'échange sur la politique qui est menée par Biolay, sur ce qu'il faut mettre en place ou pas, ce qu'il faut faire évoluer. Et donc ça, on sent que c'est vraiment un collectif là-dessus où on est tous égaux, on a tous la parole. À l'AG, c'est une ferme, un vote, partout, quelle que soit notre production, quel que soit notre volume, quel que soit notre système en fait. Donc ça, c'est vraiment le truc qui nous paraît hyper important d'un point de vue humain. On est tous dans le même bateau, on fait tous du lait. Et surtout, on fait tous du lait bio, donc on a tous des thématiques communes en fait, de faire du lait en agriculture biologique. C'est peut-être là-dessus où Biolay est vraiment particulier, c'est qu'il ne fait que du lait bio. Et donc on a vraiment tous ce point commun des conditions de production, et on parle tous la même langue, quoi. C'est ça qui est bien. Et est-ce que vous connaissiez l'histoire de Biolay? En 1994, ces 6 fermes qui se sont réunies pour acheter un camion pour pouvoir s'émanciper. C'est toujours très fort, je trouve, ce genre d'histoire, ça touche. Et ce côté collectif, c'est vraiment quelque chose qui nous parle, en fait. En tout cas, moi, quand j'ai assisté à l'AG, déjà, j'étais impressionnée. C'était waouh, quoi. Le côté écoute entre tous, le côté non-jugement, la prise en considération de chacun, de chaque parole, et cette appartenance, quoi. On s'est vraiment senti appartenir à une grande famille. Il y avait une ambiance collective qui était hyper intéressante. Il y a eu des décisions qui étaient difficiles à prendre, qui étaient importantes pour l'avenir. On sentait qu'il y avait une intelligence collective en fait, et une responsabilité de prendre des décisions fortes. Et ça, c'était intéressant. Et, c'est appréciable que les décisions soient bonnes ou pas, ou qu'elles soient... On sentait qu'il y avait une vraie dynamique collective là-dessus. On a eu des échanges qui étaient hyper appréciables entre agriculteurs. C'était hyper intéressant. Comme je disais tout à l'heure, comme on parle la même langue, on a eu des sujets de discussion qui sont les mêmes. C'est-à-dire, on discutait avec un collègue, tu patures pas, ça se passe bien. En fait, on n'a pas parlé mécanisation, on n'a pas parlé d'un sujet classique agricole. Je veux dire, on a parlé de nos thématiques bio, quoi. C'est-à-dire, c'est des questions d'autonomie, de pâturage, de nos vaches, quoi. Et en parlant juste d'agriculture, Ouais. Là, on est sur 2 parcelles à vous, là en prairie, et là quelque chose que vous avez récolté? Là, c'est un Exactement. chemin qui traverse nos parcelles, là. Ouais. Les vaches, elles sont en train de pâturer en bas. Là, on a ensilé ça avant-hier. Donc ça, c'était un métail. Nous, après, on va venir semer une culture de printemps, mais pour l'été, pour pâturer aussi. Et à côté, c'est une prairie temporaire qui est exclusivement pâturée par les vaches. C'est le cas aussi derrière. Tout ce qu'on voit là, c'est du pâturage pour les vaches. Et là, les vaches, elles sont en train de faire un dernier tour de pâturage dans la parcelle qui va basculer en maïs ce printemps. Voilà, on essaye vraiment d'avoir un enrichissement de toute la surface pour qu'on ait du sol qui est de plus en plus riche. Ça répond à plein de thématiques, des prairies productives, mais ça répond aussi à de la matière organique dans les sols pour le changement climatique, pour mieux résister aux sécheresses. C'est plein de sujets comme ça qui sont hyper importants, quoi. Excuse-moi, parce que je vous ai coupé, on parlait des AG. Est-ce qu'il y a des exemples de décisions qui ont été prises et qui vous ont marqué? Il y a des vrais sujets qui sont abordés et qui sont des questions... on sait qu'en ce moment, il y a la question de Biolay 2030, c'est-à-dire que devient Biolay en 2030. Et là, par exemple, à l'AG s'est posé la question de demander à tous ceux qui étaient là de voter pour ou contre que Biolay s'interroge sur la création d'un produit. Biolay, il est là pour savoir est-ce qu'on part là-dessus ou pas, quoi. C'est des décisions où on participe tous, comme je disais tout à l'heure, une ferme, une voix. Et ça, c'est hyper structurant pour l'avenir. C'est-à-dire que là, on parle vraiment on parle pas de la conjoncture tout de suite, là, on parle de qu'est-ce qu'on devient dans 3, 4, 5, 10 ans, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que Biolay vous a aidé à l'installation, que ce soit financièrement ou techniquement?
Oui, on a eu pas mal d'aides pour l'installation, pour la conversion surtout. Ouais. Ça, c'est pas mal pour les jeunes. On a eu aussi une aide pour tout ce qui est matériel, pour les clôtures, pour le pâturage en fait, pour nous aider à parquer, à l'abreuvement aussi des vaches au parc. Et après, il y a une aide complète à l'installation. C'est-à-dire que Biolay nous donne 6 000 € à l'installation par personne. Donc ça, c'est quand on s'installe. Et après, sur ce que disait Julie, sur la conversion, là, il y a 40 € les 1000 litres le temps qu'on bascule en bio et qu'on puisse être collecté par Biolay. Et donc ça, c'est venu en complément du prix qu'on avait chez notre collecteur précédent. Et en plus de ça, ce que disait Julie sur la partie clôture, c'est ce qu'on voit ici, hein, simplement du fil, des piquets. Là, ici, on a les tuyaux d'eau qui passent en souterrain et qui font notre réseau d'eau d'abreuvement pour les vaches. Alors Biolay finance pas tout, mais n'empêche que ça oriente et ça nous aide quand même à aller vers toutes ces installations qui sont hyper bénéfiques pour bien gérer le pâturage et pour gagner du temps, quoi. C'est super. Il y a un petit sujet qui fâche qu'on n'a pas abordé. Ouais. Le prix du lait bio. C'est Ouais. pas toujours le plus élevé, on va pas se mentir. Comment vous vivez ça, vous? Nous déjà, c'est au niveau de l'installation que c'est hyper important de le prendre en compte, c'est-à-dire de bien chiffrer un projet qui prenne en compte un prix du lait qui ne soit pas trop optimiste, histoire de ne pas non plus se retrouver... on sait qu'il y a des yo-yo sur le marché mondial, sur la conjoncture, donc il faut prendre un peu de pincette, ce qu'on a essayé de faire. Après, le prix du lait Biolay, il est un peu particulier parce qu'on a un prix d'acompte qui est distribué au mois le mois. Et en fin d'année, Biolay redonne et redistribue l'argent gagné. En fait, il n'y a pas d'argent de mis de côté, des choses comme ça. On redistribue l'argent qui a été valorisé, quoi, par notre lait. Et donc en fait, nous, on a notre vrai prix qu'en fin d'année. C'est-à-dire que sur la paye de janvier, c'est ce qu'on a eu cette année, là, en 2025, on a reçu à nouveau 17 € sur tous les 1000 litres produits de l'année. Et donc c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a notre prix final, quoi. Donc des fois, on peut être déçu, on peut être par le prix d'acompte parce qu'on s'adapte aussi avec la conjoncture. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas simple. On est sur un fonctionnement à nouveau collectif, à nouveau avec une grosse réactivité du conseil d'administration, qui est capable au mois le mois de redonner ou pas. Ce qui s'est passé l'année dernière en mai, c'est-à-dire qu'on avait un prix d'acompte de printemps qui était un peu plus bas, histoire de tenir un volume important en mai. Et tout d'un coup, au mois de mai, le contexte était bon, le marché aussi. Il y a eu une décision comme quoi on redonnait des euros du 1000 litres plus vite que prévu. Ça, c'est hyper appréciable au niveau du fonctionnement de Biolay, quoi. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression que le prix que vous recevez reflète ce que vous mettez dedans, le soin, les valeurs, les pratiques, tout ça? On sait que potentiellement, vu le temps qu'on y passe, l'investissement qu'on met en temps, en énergie, on peut dire que c'est jamais suffisant. Enfin, voilà, ça fait partie de... Je pense qu'il n'y a pas un producteur de lait en France qui va dire « Ah, je suis super content, c'est génial ». C'est global, c'est qu'il faut qu'on remette de la valeur sur notre alimentation, sur nos produits. Enfin, il faut que l'alimentation elle soit au cœur de nos dépenses. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit que les gens ils dépensent bien plus pour des dépenses futiles que pour une alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, une qualité, on sait que ça a des effets sur la santé, ça a des effets même au niveau de l'État, sur ce qu'il va dépenser après, quoi. Et donc, il faut qu'on arrive à pouvoir dire non, le bio, c'est crucial pour tous les impacts secondaires que ça a sur tout ce qu'on a. On paye pour dépolluer de l'eau alors qu'on pourrait faire du bio. On paye pour la santé alors qu'on pourrait faire du bio. Enfin, voilà, il faut qu'on arrive à montrer que ce qu'on fait sur l'agriculture biologique, il est positif sur toutes ces externalités et que tout ça, ça a un coût pour nous et ça a un coût pour ceux qui achètent, quoi. Et quand vous livrez votre lait, vous pensez à quoi? À qui? Une bonne chose de faite. Ça, c'est le dicton de Didier, de notre cédant. Non, c'est un accomplissement de 3 jours de boulot et voilà, il est livré, il part et on sait à peu près où il va. C'est ça qui est aussi important. Donc la récolte, c'est tous les 3 jours? Tous les 3 jours, voilà. Okay. Laitier tous les 3 jours. Après, on ne pense pas forcément à chaque fois où il va, mais c'est vrai qu'on a la chance en Occitanie, là, en tout cas sur les éleveurs qui sont dans le secteur, d'avoir un lait qui est quand même pas mal valorisé dans le coin, avec des acheteurs de lait qui sont dans le secteur, là. Donc c'est vrai que c'est appréciable aussi de savoir où va notre lait quand même. Ça reste local. Voilà. C'est important. Et il y a des choses dans votre façon de travailler dont vous êtes particulièrement fiers, des pratiques, des choix qu'on ne voit pas forcément chez d'autres éleveurs-éleveuses? Oui, carrément. En fait, c'est une fierté de voir l'accomplissement déjà de notre travail. On est installé depuis 2023 et là, on voit que déjà en quelques temps, on a pu implanter plusieurs parcelles de pâturage qui commencent à porter leurs fruits maintenant. On le voit au niveau de la qualité du lait, mais aussi de la quantité, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut aussi qu'économiquement ça roule, donc nos vaches produisent bien. Les animaux maintenant sont en bonne santé, donc c'est vrai que quand on change un système, au départ c'est compliqué, il y a certaines vaches qui s'adaptent plus ou moins bien, et là maintenant on arrive sur un troupeau plutôt sain avec nos premières génisses qu'on a vu naître,
qu'on a élevés jusqu'à maintenant, qui rentrent dans le troupeau et qui sont adaptés au système et qui nous ont adoptés, quoi, en quelque sorte, qui sont adaptés à nous. Et d'ailleurs, on le voit là, le troupeau, là, on commence à l'apercevoir, il est très varié. Moi, je suis le plus fier, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est d'avoir le plaisir de faire du lait avec le moins de choses possible. Et là, elles mangent de l'herbe, on va traire, on a le lait qui va dans le tank, et en fait, on n'a rien demandé de plus, quoi. Elles font de la quantité, elles sont en santé. C'est ça qui est le plus plaisant, quoi. Là, on est en fin de pâturage, donc forcément, elles nous regardent, et voilà. Mais quand le matin, elles arrivent et qu'elles ont faim, là, qu'elles se mettent tout à manger, là, on se retourne, on regarde dans quel cadre on est, on a réfléchi à ce qu'on allait semer, pourquoi, quand. Ça, c'est vraiment le côté le plus plaisant dans ce qu'on fait, quoi. C'est cette récolte naturelle par la vache qui mange et qui transforme toute cette herbe juste en lait, quoi. Ça, c'est le côté magique. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est sur ce lait, qui a aussi une qualité qui apporte quelque chose de réel en fait, aux consommateurs. En fait. Moi, je suis fière de ça, de ne pas avoir un lait qui est chargé en quoi que ce soit. C'est juste de l'herbe avec du fumier et surtout, on protège notre environnement. Il y a combien de races, là ? Là, il y a de la Primostein, de la Montbéliarde majoritairement. Il y a des petites croisées jersiaises comme ça, il y en a 2. Il y a des croisées Primostein-Montbéliarde, il y en a une là-bas, il y en a une là. Il y a des brunes. Il y a une brune, il y a 2 brunes. Donc on a principalement Montbéliarde. Et après, 5-6 races qui se promènent. Historiquement, c'était Primostein-Montbéliarde. Et après, on fait des croisements, on garde notre hameau Montbéliard sur lequel on travaille génétiquement pour être adapté à ce qu'on cherche. Des vaches qui sont solides, qui marchent bien, qui aiment le pâturage et qui acceptent nos conditions où il faut marcher un peu. Là, on est à 600-700 mètres de la ferme. Et donc tous les jours... Voilà. C'est loin là-bas, la ferme, hein. C'est très très loin. Hein. Et du coup, vous utilisez un petit peu des médecines alternatives, de l'ostéopathie, des huiles essentielles, de l'homéopathie, ce genre de choses ? La base, c'est le moins possible. La base, voilà, ce que dit Guillaume, c'est que c'est le moins possible. On essaye, on démarre avec l'homéopathie, on se fait aider par des voisins qui en utilisent déjà. Et on a une véto qui est spécialisée aussi dans ça. Dans toute médecine, on utilise le moins possible. L'idée, c'est d'avoir des animaux qui sont en bonne santé. T'es pas à l'abri d'avoir une vache qui a un souci. Donc après, on le réfléchit, on fait notre autodiagnostic, la température, qu'est-ce qu'il y a. Il y a Didier aussi, le cédant, qui nous aide beaucoup. Il était un regard très animalier. Après, on se coupe pas de tout. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont disponibles aujourd'hui sur la médecine alternative. Il y a la médecine vétérinaire. Enfin, voilà, on a la capacité à tout utiliser en fonction des conditions. Ce qui compte, c'est qu'après, on récupère des animaux en bonne santé. S'il faut traiter, même avec un antibiotique, on le fait. Voilà, on soigne nos animaux, quoi. Il y a pas de... Mais c'est sûr que si on peut ne pas intervenir ou le moins possible, ça c'est l'objectif principal, quoi. Je sers de poteau. Arrête, Octavie. Est-ce que vous avez conscience de ce que votre ferme produit d'autre que du lait ? Je pense aux haies, aux prairies, aux espèces qu'elle abrite. On le voit rien qu'autour de nous, c'est-à-dire que dans nos prairies, on va commencer à avoir des fleurs, on a des haies partout, des grands arbres, tout ça. On abrite bien autre chose que des vaches. On a aussi une colonie d'hirondelles dans le bâtiment parce qu'on est dans l'étable et parce que les vaches sont là aussi. Il y a des insectes, donc ça, c'est des choses qu'on abrite sans le vouloir, mais on en est super content de voir la biodiversité dans nos champs. Alors on voit de la grande biodiversité, on voit des chevreuils, des renards, voilà, on voit plein de choses. Mais il y a toutes les petites choses, quand on fait des métailles comme là et que c'est tout fleuri, on voit plein d'insectes. Voilà, ça c'est le côté aussi plaisant. On est éleveur de vaches, mais on est aussi, on a tout ça à entretenir et à valoriser, quoi. C'est un écosystème en fait, qui se maintient ensemble. Il ne s'agirait pas de leur ouvrir ces bêtes parce que j'ai l'impression qu'elles veulent aller à la traite là. Mais si, on va y aller là. C'est parti. Allez, let's go. C'est l'heure. Allez, viens. Viens. Oh là 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 là, ça Allez. commence à beugler. Eh oui. Meugle. C'est toujours les mêmes ? Ah oui. Il y en a qui arrivent au trot même. Attends. Sanguine là, sauge là-bas, c'est toujours les premières. Ouais. Allez. Alors, je sais que vous ne faites pas de transformation, mais peut-être que ça viendra plus tard, parce que j'ai cru comprendre que tu étais une grande fan de fromage. Mais je sais par contre qu'aussi un violet, c'est pas du tout un problème de faire de la transfo. Qu'est-ce que vous pensez de cette liberté ? Et sur la partie transformation, bah oui, on a de la liberté de pouvoir créer un outil que même Biolay nous soutienne, parce qu'il peut même nous donner une aide à la création d'un outil de transformation sur la ferme. Et ça aussi, ça participe à la promotion de la bio partout, quoi. Même si le lait n'est pas collecté, il est quand même transformé en bio localement et vendu localement en bio. Et ça, je pense que chez Biolay, ça fait partie de cette partie communication, ou en tout cas politique, de promouvoir la bio partout, quoi. On parlait des animaux en santé, là. Et la première, c'est Jacotte, donc ça, c'est une vache qui a 12 ans. C'est des vaches qui vieillissent, et là, c'est la première, elle mène le troupeau. C'est des vaches qui sont en pleine forme. C'est à ça qu'on voit qu'on est content de ce qu'on fait, quoi. C'est que
On en a 3 comme ça, des vaches qui ont 12 ans et qui font leur carrière tranquillement et qui suivent, qui marchent super bien, quoi. Et du coup, sur vos produits, il y a le repère Il est là, que d'ailleurs tu portes fièrement là. Est-ce que vous en parlez autour de vous de ce repère? Est-ce que les gens connaissent? Il y a eu des opérations qui ont été faites dans des supermarchés, chez Super U notamment, pour essayer de montrer le repère et montrer toutes les valeurs qu'il y a derrière, quoi. Après, pour l'instant, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Il faudrait que nos partenaires ils soient à fond là, pour mettre le logo partout sur les bouteilles et en avant dans les rayons là, pour que ça continue d'essaimer, quoi. Au niveau des produits, il y a tout un panel en fait qui est contractualisé là qu'on peut retrouver assez facilement fait par Biolay justement avec ce repère-là. C'est vrai qu'on essaie d'en parler autour de nous, mais on n'a pas forcément souvent l'occasion de le faire. Des gens qui ne sont pas forcément touchés par la bio, c'est un peu délicat. Et on sent qu'il faut qu'on refasse tout un travail de fond sur la bio. Je trouve que depuis 2-3 ans là, ça a été perdu, tout ce qui avait été gagné avant sur la qualité des produits, sur l'absence de chimie, sur toutes ces questions de santé et tout. Là, il faut qu'on refasse un travail de fond pour dire, voilà, le bio, il répond à plein de thématiques. Et le logo, il est là, il sert aussi à alimenter ça pour dire, voilà, le produit qui est étiqueté, il est là, il est Biolay, avec toutes les valeurs que ça implique, quoi. Et donc ça, c'est important qu'on arrive à refaire ce travail-là et dire ce qu'il y a derrière. Et c'est long, hein, parce que ça demande du temps, on n'est pas forcément... Enfin, c'est pas notre travail premier, quoi. Nous, on a des vaches, des producteurs de lait, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à parler aux gens. C'est important de consommer bio et pas que pour nous. C'est-à-dire que c'est important de consommer bio au global, quoi, pour tout ce qu'il y a autour de nous là, les prairies, l'eau, l'air, notre santé. Enfin, il faut qu'on arrive à refaire, continuer ce travail-là là, de fond, de politique sur la question du bio et de son importance, quoi. Et du coup, si quelqu'un regarde ces vidéos et se dit, tiens, moi aussi, je voudrais faire ça, il a quoi comme profil selon vous? Je ne sais pas s'il y a un profil particulier, ça peut être des gens qui veulent être en reconversion, c'est-à-dire goûter à autre chose. C'est ça, envie d'un changement de vie. Là on voit, on est au grand air, on est avec du vivant, c'est le côté... je pense que c'est ouvert à tout le monde, il faut juste avoir envie de ce métier-là, il ne faut pas avoir peur de travailler quand même, ça c'est sûr. Mais il y a du plaisir au quotidien quand même à faire ce qu'on fait, quoi. Et pour les éleveurs qui seraient déjà en activité, mais qui chercheraient une autre laiterie, vous auriez quelque chose à leur dire? Non, mais sur l'aspect collectif, nous, c'est ce qu'on a senti à l'AG, c'est ce qu'on a senti dans les rencontres, ce qu'on a senti quand on s'est installé avec les 2 éleveurs référents qui sont venus nous voir là. On a senti que c'était un collectif qui était soudé et avec des valeurs fortes. Ça nous a... On n'était pas particulièrement Biolay ou autre, on cherchait un collecteur qui vienne nous chercher en fait. Mais maintenant qu'on y est, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des vraies valeurs et on y est bien, quoi. Donc je pense que là-dessus, on a été bien intégrés, on a des échanges hyper intéressants. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut, il faut venir en fait pour comprendre ça. Tant qu'on n'y est pas, on a du mal à forcément comprendre ce que ça implique, ce côté très vivant, très démocratique, très une voix, une ferme. Tous ces trucs-là, ça paraît un peu éloigné. Et en fait, quand on y est, on comprend tout ce que ça implique dans les débats qu'on a et dans les prises de décision. Et donc ça maintenant qu'on y est et qu'on l'a vu, on y est attaché, quoi. Voilà. Donc là, vous venez de vous installer. Ouais. Mais dans 10 ans, vous voyez où? Et est-ce que toujours avec Biolay? Je pense que la réponse est oui, on sera là toujours. Non, mais sur une ferme, on s'installe pour du temps long, donc dans 10 ans, on espère être là. C'est l'objectif. Si on n'y est pas, c'est qu'il y aurait eu un souci. Je pense que c'est surtout ça. Donc on travaille pour être là. Oui, un souci de leur côté comme du nôtre, en fait. Et on est content d'être chez Biolay, il n'y a pas de raison d'en partir aujourd'hui. On est motivé, on est content d'être là, ouais. Ça c'est clair. Si vous deviez résumer Biolay en une phrase, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ce serait quoi? Moi, je dirais que c'est un collectif fort qui a de l'avenir. On a besoin de vous. Eh ben merci beaucoup et surtout bon courage parce qu'il me semble que là je vous ai mis en retard pour la traite, que toutes les vaches sont dedans et il faut y aller vite. En France, merci. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous me dites, hein? Bon, normalement je suis plus dans les plantes, mais bon.